Merci beaucoup et merci de l'invitation. Ça fait du bien de vous voir. On a tous vécu les 2 années de Covid, c'est une expérience et une fois suffit pour toujours. En effet, oui, je remercie à l'association des alumni de cette invitation parce que ça fait en effet presque à l'heure précise 2 semaines que je suis de retour de mes dernières recherches. Je peux vous montrer seulement une petite partie, je vais vous expliquer encore pourquoi, pas plus en détail. Mais on est en Suisse et normalement on ne met pas des titres avec des superlatifs la plus célèbre et pas atlantique. Mais en ce moment-là, cet objet, c'est en effet justifié. Ce ne serait pas justifié si je parlerais de l'île d'Anticiteur. Parce qu'il s'agit, vous ne voyez quasiment pas sur les cartes, d'une petite île de 20 km² avec 20 habitants. Et vous voyez là en bas à gauche, donc, le village central qui est Potamos et que nous avons occupé quasiment, nous avons dédoublé avec notre équipe l'ensemble des espaces disponibles. Quand on est à Anticiteur, ceux qui cherchent le calme et le rien, vous êtes les bienvenus, il n'y a même pas de magasin, il n'y a rien. Et donc, pour vous préparer, on peut y aller avec le ferry qui passe 3 fois par semaine, s'il n'y a pas trop de vent, autrement il n'arrive pas à entrer dans le petit port. Si vous avez oublié quelque chose, vous ne l'avez pas. Donc, vous imaginez une planification, ça a été un défi particulier, tout simplement de rien oublier. Et d'avoir tout sur place. Vous l'avez dit dans l'introduction, on est dans les premiers. Donc, c'est-à-dire, ce navire a été en effet découvert en 1900 par des plongeurs d'éponge qui ont fait un arrêt, on ne sait pas trop si c'est un arrêt pour se protéger des vents, ou si ils ont fait juste un arrêt de ravitaillement dans le chemin vers l'Afrique, où ils sont allés souvent plonger, chercher des éponges. Et dans ce contexte-là, ils se sont arrêtés près de l'île d'Anticiteur et un des plongeurs est remonté, il a dit, le sol est couvert. D'abord, il a pensé de cadavres et ensuite il a vu que ce sont des statues. Et donc, voilà en haut à droite l'annonce où le capitaine a informé le ministère grec de cette découverte. Et en hiver 1900 et puis pendant l'année 1901, l'État grec a entrepris en effet avec des scaphandres les premières recherches. Étonnamment, aujourd'hui ce ne serait plus le cas, les découvertes ont été publiées pour une première fois déjà en 1903 par le directeur du musée national, qui est John Travlos, un archéologue grec de grande importance, et il s'est agi d'un énorme nombre de sculptures. Les sculptures concrètes, je vous montre ici la publication originale, des statues en bronze, comme à gauche l'effet d'Anticiteur, une grande statue de plus que 2 mètres de haut, du IVe siècle avant Jésus-Christ, une impressionnante tête d'un philosophe, et puis environ 60 statues travaillées dans du marbre. De copies d'après des originaux du 5e et du 4e siècle, mais aussi des œuvres qu'on peut dater fin 2e et 1er siècle. Vous voyez ici juste une petite sélection. Venez avec innombrables fragments d'autres statues, vous voyez des pieds, des bras en pierre et aussi un grand nombre de fragments de sculptures en bronze, sans qu'on connaîtrait à ce jour les statues auxquelles ces fragments appartiennent. Allez ensemble, enfin, quelques statuettes, vous voyez à gauche, et puis à droite, un élément si étrange en bronze qu'en effet les plongeurs réfléchissaient de le rejeter dans la mer parce qu'ils pensaient que c'est quelque chose de moderne. Heureusement qu'ils l'ont gardé, car en le regardant plus précisément, on avait découvert qu'il y a de l'écriture grecque là-dessus. Cet objet, je vais en parler encore rapidement, fait à ce jour le sujet, je ne sais pas de combien de milliers de pages, d'articles, de publications, de sites web, et dans quelques semaines, une petite surprise que je vais aussi vous annoncer encore brièvement. Les recherches ont été reprises, et puis là, on s'est intéressé aussi à d'autres objets, donc on a aussi trouvé une partie de la cargaison qui était composée d'éléments de meubles en bronze, du verre romain,
de la céramique qui vient de l'Égypte, de la Turquie, de la Grèce, des amphores, des objets en argent, de la monnaie, vraiment de tout. Tout est évident qu'il s'agit d'une cargaison de luxe. Donc, un de ces navires que les Romains qui avaient conquis au IIe siècle avant Jésus-Christ, la Grèce, soit qu'ils ont enlevé les objets, soit qu'ils les ont achetés, soit qu'ils les ont fait produire en Grèce et en Turquie pour tout transporter à Rome et ensuite décorer leur grande demeure. Il y a une énormité de ces transports d'œuvres d'art, sauf qu'il n'y a que deux qui sont conservés archéologiquement. Le mieux conservé, c'est Anticiter. Un deuxième, c'est devant la côte de la Tunisie, c'est l'épave de Madia. On a aussi trouvé des fragments du fonctionnement du navire et de la vie à bord. Vous voyez là des éléments, des poires à la pêche, des moules, des clous, probablement ces anneaux en bronze qui vont avec les voiles, on n'est pas encore trop sûr. Et on a trouvé très peu du navire, que quelques fragments, et ça reste à ce jour. Un élément, là vous voyez les deux planches que nous avons étudiées récemment, le nouveau. Par contre, nous avons énormément de ces tree nails, comme on les appelle, ce sont des clous qui tiennent les planches ensemble. Mais du navire, il n'y a que très peu qui est conservé. Donc voilà, une masse de choses. Tout cela a été présenté, d'abord, on a oublié un peu les choses, et puis tout cela a été présenté, on a fait pour la première fois seulement en 2012, dans une grande exposition à Athènes, qui a trouvé un énorme intérêt, y compris une première réexposition et nouvelle restauration du mécanisme d'Anticiter. Et 2 années après, aussi dans une exposition à Bâle, que vous avez éventuellement visité, c'était un des best-sellers qu'ils ont pu produire dans un petit musée. Sur une échelle beaucoup plus réduite, nous avons aussi fait une petite exposition à Genève cette même année, qui portait juste sur le mécanisme d'Anticiter, dont nous n'avons pas pu présenter l'original, hein, c'est impossible de l'avoir, mais une reconstitution et le mettre dans le contexte de son époque. Car en effet, de quoi s'agit-il? Voici l'ensemble des fragments de ce mécanisme qui sont conservés au nombre de 70 qu'on connaît aujourd'hui. Et vous pouvez déjà discerner à gauche en haut, voilà, il y a des roues, il y a des engrenages, il y a des inscriptions que vous pouvez voir sur le fragment au milieu. Et on avait compris donc qu'il s'agit en effet d'un mécanisme qu'on peut comparer avec une sorte d'horloge. Une horloge qui est d'une complexité qui reste à ce jour pour l'Antiquité une pièce absolument unique. À gauche, vous voyez en haut une radio et en bas une coupe croix dimensionnelle, une tomographie, et on peut découvrir donc des engrenages qui s'insèrent l'un dans l'autre, parfois désaxés, avec une technologie qui réapparaît pour la prochaine fois ensuite, au plus tard, au XVIe, XVIIe siècle. Entre deux, il n'y a rien. C'est du côté matériel, il y a une ovni. Du côté littéraire, nous savons que ces instruments ont existé, mais on n'a aucun témoignage que celui-ci. En effet, de quoi s'agit-il? C'est, comme l'expliquent aussi les textes qu'on a pu lire, c'est un mécanisme qui permet de calculer, sur une durée même de 2000 ans, la position des 5 planètes, de la Lune et du Soleil, selon 2 calendriers antiques différents. Il faut bien savoir que dans l'Antiquité, on partait là encore du principe que le système est géocentrique, c'est-à-dire la Terre est au centre et tout circule autour, mais à un rythme inégal. La Lune, le Mars et quoi font des mouvements un peu étranges. Et par ces observations et par ces calculs, on peut simuler la situation à une date prévue. De dire, alors, où est la Vénus à tel ou tel jour, dans l'année tel ou tel. Donc c'est un instrument de calcul astronomique dont on pourrait éventuellement discuter plus, parce que ce n'est pas le sujet. Et j'avoue, il ne m'intéresse même pas tellement. Je suis archéologue. Mais pour rien vous cacher, le mécanisme va faire sa grande entrée dans une dizaine de jours dans le grand public, une fois de plus, parce que c'est le jour où va sortir, je pense, le 28 juin, en Suisse, le nouveau Indiana Jones, The Dial of Destiny. Et comme vous pouvez le voir en haut, à droite,
Dial of Destiny est fortement inspiré du mécanisme d'Anticythère. Je n'ai pas encore vu le film, je suis très curieux, et on verra. Mais donc, ça va nous apporter, je pense, éventuellement un public qu'on ne souhaite pas vraiment avoir sur un site archéologique, donc je suis moyennement heureux de cette image, mais elle se présente comme ça. Donc, on verra ce qui se passe. Mais bon, devenons sérieux. Sérieux dans ce cas-là, qu'après 1900, on oubliait où s'est trouvé le naufrage. Et en effet, c'était le commandant Cousteau qui s'est mis en 1953 à la recherche de cette épave, qui est arrivé à l'identifier et qui a commencé à faire pour quelques jours des recherches, mais il avait oublié de faire une demande de permission. Donc il a dû abandonner. Et en 1976, il est revenu sur le site pour reprendre quelques recherches, mais très provisoires, surtout dans le contexte de film documentaire, et ils ont remonté, vous voyez, quelques amphores, quelques statuettes pour compléter la connaissance. Rien de cela n'a été jamais publié. Là aussi, on espère de pouvoir reprendre. Ensuite, étonnamment, ce site tombe de nouveau dans l'oubli. Et c'est seulement en 2012 que plongeurs et archéologues collègues a pris une équipe internationale et a commencé à identifier de nouveau le site, et ils ont remonté, vous voyez, des amphores, des encres et des pièces. Ce qui menait un projet international dirigé par ma collègue et aussi ma codirectrice, la docteure Angélique Simossi de l'Eporie du Pirée et des îles grecques. Ils ont recommencé avec beaucoup de communication et de soutien de la société horlogère qui nous soutient aussi, qui est voisine à Nyon. Vous verrez le logo encore à plusieurs reprises, vous êtes présents, et qui leur a permis d'employer des nouvelles technologies comme Remotely Operated Vehicle, donc une sorte de sonar, voire un scaphandre et dernière technologie, mais qui s'est avéré totalement inutile. Donc, ça restait avec les belles images. Aussi de là, on n'a jamais vu de publication, mais nous avons droit et accès à ces documents et nous espérons pouvoir les intégrer dans nos recherches. Tout s'est arrêté, les fouilles déjà en 2017. Le projet a été terminé en 2019, sans succession. Je ne sais pas par quel miracle ou par quelle inspiration, la docteure Lina Mendoni, qui est la ministre de la culture grecque à Athènes, m'a sollicité de m'occuper de ce projet. À savoir que je n'ai jamais mené dans ma vie des fouilles subaquatiques. Comment mon nom est entré dans cela, Dieu saura, je ne sais pas. Mais il s'est agi, dans très peu de temps, de monter un nouveau projet. Et cette fois, je suis archéologue, il faut poser les questions. Il ne faut pas juste aller plonger pour trouver des nouvelles choses. Ça ne nous sert à rien. Nous savons que ce bateau est de tout. Donc, c'est-à-dire qu'il faut poser des questions précises. Comment pouvons-nous comprendre le site archéologique? Où est l'épave? Comment s'est fait le naufrage en tant que tel? Est-ce que le navire est coulé gentiment ou il s'est cassé en surface? Qu'est-ce que nous pouvons tirer d'informations, comme sur une fouille normale, de la situation que nous allons rencontrer? Et donc la première campagne, en 2021, a été dédiée à une prise en pied, ou plutôt en œil, du site, c'est-à-dire nous avons fait une prospection, donc allez regarder, voyez en bas les deux seuls objets que j'ai permis de remonter parce qu'ils étaient au risque de disparaître, tout le reste restait sur le sol marin. Donc c'était vraiment pour aller regarder. Le deuxième but, beaucoup plus important, moi je ne plonge pas. Donc les plongeurs peuvent nous raconter ce qu'ils veulent. Donc l'idée a été, nous devons comprendre le site. Et là, nous avons fait quelque chose qui n'était jamais fait encore dans ces profondeurs, car avec le sol marin, nous sommes à 50 mètres, 52 mètres de profondeur. Et nous avons fait un modèle 3D photogrammétrique de l'ensemble du site, de la hauteur de la côte, juste sur cette terrasse, et où nous essayons de localiser, de relocaliser tout ce que nous pouvons. Donc nous sommes un peu au chasse d'un puzzle où 3 tiers des pièces ont été déjà placées ailleurs, mais sans documenter d'où ça vient. Donc ça, c'est le vrai défi qui se met. Mais dans ce contexte, vous avez aussi observé qu'un bon nombre d'endroits est couvert de grands rochers. Des rochers qui sont tombés sur le site à un moment que nous ne pouvons pas encore dater. Ça peut être du 5e siècle après Jésus-Christ, mais ça peut être arrivé tout au long des périodes. Et nous avons observé sur un des rochers, voilà un détail, qu'il y a une statue qui est coincée. Donc, allons voir ce qu'il y a là.
Et cela oblige de déplacer quelques rochers. Et pour vous donner une idée, je vous montre une courte vidéo. Donc je vous prends pour une plongée, que je n'ai jamais fait moi-même, comme je l'ai dit, aussi pour vous donner une idée de la profondeur. C'est-à-dire, pour la descente, je fais tourner la vidéo à vitesse double, parce qu'autrement, ça prendrait trop de temps. Comme vous le voyez, pour se déplacer, si disponible, les plongeurs utilisent des scooters, et ils les adorent, parce qu'on peut aller vite. Et vous voyez, 50 mètres, c'est vraiment profond. Pour la plupart de la plongée, vous ne voyez pas le sol marin. Moi, je l'ai vu une seule fois maintenant du navire. On a eu un temps absolument merveilleux pour une journée. Mais normalement, vous ne voyez pas. C'est comme atterrir sur la Lune. On peut vraiment le comparer. Là, vous voyez apparaître un premier plongeur qui est en train de faire quelque chose. Voilà le site comme il s'est présenté, que nous avons identifié. Vous voyez là ces rochers, donc qui couvrent le terrain qui nous a intéressés, parce que nous avons dit que la personne n'a jamais eu encore accès. Alors, déplaçons quelques rochers. Ça, c'est relativement vite dit et relativement difficile à faire, parce qu'un des rochers pèse entre 6,5 et 8,5 tonnes. Sous l'eau, sur terre, vous rajoutez entière. Donc, comment le faire? Avec un système de ballons que nos collègues de la Société horlogère ont eu l'amabilité de construire. Et d'abord, on a pu le décrocher sur le sol mécaniquement pour faire remonter ces rochers sans déranger le terrain qui est en dessous, sans faire des dégâts. Donc, on a pu calculer le poids de gravité. Et une fois remontés, on les a montés juste quelques 7 mètres. Et puis, on les a tirés pour une analyse. Ensuite, les fouilles peuvent commencer avec voilà, une pompe hydraulique et avec une documentation où chaque objet est documenté à son endroit précis. Donc, comme une fouille normale, juste un peu profonde, sous l'eau. Les grands objets sont récupérés, les petits sont filtrés par la pompe hydraulique. Là, vous voyez un élément du système de drainage qui a été découvert et beaucoup d'autres éléments. On a aussi trouvé des fragments de marbre, étonnamment, mais visiblement cassés par ces rochers. Donc tout est inventarisé et pris. Et vous voyez, ils sont un peu stressés parce que le temps de travail à cette profondeur, c'est 25 minutes, pas plus. Et la remontée prend bien plus qu'une heure. Et ils sont pris pour la journée. C'est des plongeurs professionnels, mais pas plus. En parallèle, nous avons aussi étudié les incrustations dans les rochers. Là, vous voyez un fragment de marbre incrusté. Vous voyez là de la céramique. Là, vous verrez apparaître, il y a des restes humains, vous voyez des clous en bronze, il y a de toutes sortes de choses qui apparaissent. Là, par exemple, on a trouvé une dent humaine dedans, qui nous donne beaucoup d'informations. L'analyse est encore en cours. Là, c'est du travail mécanique. Là, c'est un peu moins profond, c'est à 30 mètres de profondeur, donc il faut travailler un peu plus longtemps. Voilà le site avec les rochers dégagés. Et comme vous le voyez, aussi une fouille sous-marine peut être poussiéreuse, ce qui impacte sur la visibilité. Donc, et là, vous pouvez déjà voir apparaître à côté de la caisse cette statue que nous avons identifiée l'année avant et qu'il faut aussi remonter en surface, à savoir que son poids est de 200 kg. Donc, de nouveau, un poids particulier. Mais le hasard le veut, et dans une fouille, vous ne trouvez jamais ce que vous cherchez. Là, vous voyez la plainte. Et si vous regardez un peu ensuite sur la prochaine prise, là, vous voyez traîner encore une autre sculpture. On n'a pas attendu, on savait bien de ça. Et qui était merveilleuse pour nous, parce que c'est une pièce qui permet une bonne communication. Donc, on remonte tout en surface pour l'étudier calmement. Et ça me donne aussi l'occasion de remercier tous ceux et toutes qui soutiennent ce projet, d'une part financièrement, mais surtout aussi les plongeurs, qui sont pour moitié des plongeurs archéologues spécialisés, des Grecs et des Espagnols, et d'autre part, là vous les voyez, une partie de l'équipe, des plongeurs de la garde côtière grecque. Donc il n'y a que des professionnels que je permets d'aller sur ce site. En effet, là, vous voyez la sculpture de la plante qui attend encore sa restauration. C'est une grande pièce, vous voyez en haut. Il s'agit d'une pièce énorme que je n'arrive pas encore à rajouter à une pièce que nous connaissons déjà. Donc, il doit y avoir encore bien plus de choses en
Là, on verra, j'espère prochainement, des meilleures photos. L'autre pièce est un peu plus facilement à reconnaître quand elle est encore sous l'eau, mais en effet, il s'agit d'une tête d'Héraclès, d'une hauteur de 65 cm, donc une statue colossale, qui faisait partie du cargo, et un Héraclès que nous connaissons par d'autres. Et en effet, là, nous connaissons la statue à laquelle elle appartient, c'est le Hercule, Héraclès, c'est Anticipère, et une fois la restauration faite, nous allons remonter la tête et compléter la statue, qui se présente ici, une comparaison à Naples, une statue de 3,50 m, la nôtre était environ des mêmes dimensions, une œuvre colossale, qui nous permet par ailleurs maintenant de le localiser. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas d'où vient cette statue, maintenant nous savons d'où elle vient exactement. Une information précise. À part de ça, je l'ai dit, beaucoup de petites choses, et aussi des fragments, des clous de bateau, des fragments de bronze, et tout en bas à droite, par exemple une dent, cette fois probablement d'une femme, qui a été découverte, cela fait l'objet d'analyse. D'autre part, c'est une fouille, et les archéologues travaillent avec des stratigraphies, des couches dans la terre. Et à la suite des analyses qui ont été effectuées par le docteur Isaac Oboglin de l'Université d'Haïfa, nous pouvons reconstituer maintenant la composition du site. L'importance de cela, vous verrez dans les rapports publiés à venir, et dont je peux pour l'instant malheureusement pas vous parler. Une deuxième démarche, c'est la restauration des pièces qui est déjà entamée, l'étude des doigts, où je remercie mes collègues de l'Institut Forel, les analyses. Et puis juste un mot pour ces fragments de marbre. Pourquoi ils sont si chauds? Vous avez des statues entières, pourquoi vous prenez les petits fragments? Quand vous les regardez, vous voyez, les cassures sont nouvelles. C'est-à-dire, ce sont des cassures qui se sont produites en 1901. Si j'arrive à placer un fragment sur une statue, je peux dire qu'elle vient d'ici. Donc je peux la replacer. C'est un jeu de patience, il m'attend encore. Mais voilà, il y a un joint sur un cheval qui va mettre ces parties-là. Ça, c'est une pièce que je peux déjà remettre sur la carte. C'est une reconstitution. Avec ces résultats, nous avons pu continuer cette année et élargir les fouilles à ces profondeurs. Vous voyez, les deux navires, l'équipe de la société horlogère, et puis le travail à une petite distance de la côte, pour la côte descend vraiment très rapidement, aux 42 mètres. Sous l'eau, on ne peut pas discuter, donc le briefing est fondamental. Discuter sur place et informer les plongeurs. Nous faisons aussi à chaque année une semaine d'entraînement pour les former comment on peut faire la différence entre un bout de marbre et une pierre normale. Quand vous n'avez pas de la lumière rouge, vous n'avez que du bleu et du vert, comment on peut différencier ces choses. Mais cette fois, nous avons eu quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, voilà, on s'approche au site. Juste pour montrer un peu le matériel que les pauvres plongeurs sous l'eau, ça marche, c'est terrible ce qu'ils doivent porter. Nous avons eu des drones subaquatiques qui nous ont permis de surveiller en live sur le navire ce que faisaient les plongeurs. C'est-à-dire, on a pu discuter avec la prochaine équipe déjà ce qu'ils devront faire quand ils descendent. Comme on n'a que 25 minutes, quasiment chaque seconde compte. Si vous perdez du temps de s'orienter, qu'est-ce qu'il me faut faire? C'est du temps perdu. Et donc là, on a monté énormément en efficacité. D'autre part, avec les drones, nous les avons utilisés aussi. Une autre chose, nous avons fait des prospections des profondeurs où les plongeurs, avec l'équipement actuel, ne peuvent pas y arriver. Là, nous sommes à 52 mètres sous l'eau, et donc ça, c'est des vidéos maintenant prises par les drones. Et juste pour vous amuser, vous verrez, juste si vous regardez, il apparaît des choses. Le sol marin est parsemé d'objets, jamais documentés, jamais localisés sur les plans. Et donc nous pouvons quasiment à distance explorer un site et identifier les prochaines étapes de la fouille, ce qui nous permettra aussi de mieux identifier les exigences technologiques. Pour arriver à ces 52 mètres, il nous faut un autre équipement, un équipement plus avancé que ce que nous avons installé à disposition. Et voilà vient la deuxième tâche touche de l'archéologue, juste pour vous avertir. Les archéologues ont deux sujets. Un, c'est l'archéologie, le deuxième, c'est l'argent, à trouver comment on peut le faire. Et donc là, c'est un prochain défi qui m'attend. Et là, vous voyez, c'est parsemé par ces choses. Pour faire cela,
Donc, il y a plusieurs approches que nous avons fait directement sur place. L'étude des objets, donc j'ai une équipe d'archéologues avec moi, des collègues de l'Université de Genève. Chaque objet a été documenté directement sur place, mis dans le système. En bas à gauche, vous voyez le pauvre commandant d'un drone, parce que le bateau n'est pas calme. Et pendant 2 heures, il a dû regarder l'écran de son smartphone pour le diriger. Et les 2 premiers jours, ils ont dû faire un petit arrêt extérieur, pour ainsi dire, environ toutes les 10 minutes. Après, ça allait se sortir à l'habitude. Et à droite, nous avons installé tout un laboratoire d'analyse que nous avons pu installer grâce au support de la Fondation Melius. Donc, on a tout fait sur place. Donc, tout est maintenant documenté. Et pourquoi je vous parle pas? Il y a une raison. Le site anticythère est politiquement extrêmement exposé. C'est un des premiers sites archéologiques en Grèce. Et je ne peux pas vous montrer une seule image qui n'est pas approuvée par le ministère de la Culture. Tout ce que je vous ai montré, c'est approuvé. Actuellement, les élections en Grèce n'ont pas donné un résultat, et c'est-à-dire qu'il n'y a actuellement pas de ministre de Culture confirmé. Il faut attendre les prochaines élections qui se feront début juillet, j'espère avec un bon résultat, et je pourrais faire la demande, et dès là, je pourrais commencer à montrer les objets et parler des résultats de 2023. 2022, ce que je vous ai montré ne pose aucun problème, ça c'est confirmé. Mais tout est documenté. Il y a le travail archéologique de tradition. Bon, il faut dessaler les pièces et les mettre dans des bassins, parce qu'autrement, le sel cristallise quand ça sèche, et puis vous n'avez que de la poussière qui vous reste. Donc, il faut garder les choses en plusieurs mois dans l'eau, mais ça n'évite pas de les dessiner, de les analyser, et de faire des dessins de profil comme sur chaque fouille archéologique, tout à fait normal. Tout cela est inséré dans un système qui a été développé dans mes collaborateurs qui permet de placer chaque objet sur le modèle 3D, et puis ensuite je peux tirer où ont été trouvés tous les clous de bateau, où ont été trouvées toutes les monnaies, où ont été trouvés n'importe quel objet très facilement. Et ça permettra de reconstituer ce qui s'est passé. Il y a encore plus. Grâce aux images des drones et des photos, ça c'est juste un exemple, donc nous pouvons faire des modèles 3D très détaillés. Ça nous permet de regarder donc, le sol marin dans les 3 dimensions. Et en même temps, vous voyez, vous comprenez comment est le terrain où se trouvent ces objets. Si vous regardez, vous voyez, c'est de nouveau plein d'amphores, plein d'objets. Et c'est à une précision que c'est très souvent, il ne sera pas nécessaire de les remonter. Ça suffit pour les identifier et les garder. Donc là, beaucoup pourra se faire d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Ici, là, il y a la musique du futur. Notre société horlogère développe depuis un petit moment des robots subaquatiques qui pourront même participer activement aux fouilles. Analyser les sédiments, tout pourra se faire, sauf qu'ils ne sont pas encore terminés. L'avantage, c'est un système complet. Par exemple, on pourra travailler 24 sur 24 heures et pas 25 minutes. Donc, ça va augmenter le passage de matériel et de connaissances. Mais ça, c'est de la musique du futur. J'espère que je les aurai l'année prochaine. Ils sont tout près de cette année. Et tout cela pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et je peux vous dire, de plus que nous travaillons là-dessus, de plus ça devient passionnant. Normalement, un navire antique qui coule, vous connaissez tous ces images, vous trouvez le navire, surtout des empilages d'amphores sur le fond marin. Parce qu'un navire antique, il coule normalement très gentiment. Et les passagers ou l'équipe peuvent se sauver. Ici, nous avons une répartition absolument sauvage du matériel. Il y a des sculptures qui sont tombées verticalement, il y a de la céramique qui est flottée plus loin, et nous avons au moins 5 victimes. Donc, un seul résultat, je peux vous communiquer, il y a aussi un enfant. Et c'est-à-dire, nous avons affaire avec une catastrophe, une vraie catastrophe. Mais comment exactement il s'est passé? Et ça sera, encore quelques années de temps, un des objectifs de comprendre comment écouler ce bateau. Et d'autre part, quel est le sens de ce bateau? Vous avez vu, c'est un marché très mélangé. Il y a des sculptures, il y a du verre, il y a du bronze, c'est quoi tout cela? Et entre deux, encore le mécanisme.
Est-ce qu'un riche romain a fait une commande pour sa villa, ou, c'est ça que je pense plutôt, est-ce que nous avons affaire avec un navire qui circule en Méditerranée, qui a acheté par-ci, qui vont par-là, qui va toucher ces grandes livraisons de sculptures, mais pour prouver ça, nous devons encore faire beaucoup d'études. Donc voilà un tout premier rapport, vous êtes vraiment les premiers auxquels je parle, comme je vous l'ai dit. Mi-juin, vous allez lire probablement un tout petit peu dans la presse. L'année passée, je ne sais pas combien de centaines d'articles, c'était plus normal avec la presse. Si vous voulez savoir déjà maintenant un peu plus sur la campagne actuelle, c'est pas encore public, mais sur les campagnes précédentes, il y a un site web, un peu compliqué, antiquitera.org.ge. Plus simple, vous allez sur le site de la fondation nereus.ch, et là, vous avez tous les liens. Et nous avons créé cette fondation, et il y a aussi d'autres recherches subaquatiques. Vous pouvez même devenir des amis de Nereus. Il y a quelques dépliants, je ne sais pas si vous les avez posés. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de regarder. Et maintenant, il faut vérifier, j'ai une demi-heure, c'était ça qui a demandé. Donc je vous remercie de votre attention. Dans ces premières découvertes, on a vraiment un peu les premiers résultats maintenant. Est-ce que vous, le public, est-ce que vous avez des questions à nous poser? N'hésitez pas. Alors, merci beaucoup, Christian Lorenz, de nous avoir fait partager votre passion, vos lectures, et même le thriller, le début du thriller, parce que vous n'avez pas la fin. Moi, j'ai été. J'ai deux questions au sujet du mécanisme. J'ai pas bien compris, peut-être que j'ai pas bien noté quelle est la nationalité de ce mécanisme? Est-ce que c'est un mécanisme de Mésopotamie, de Grèce, est-ce que c'est un romain? J'imagine, son grec. Voilà. Ça, c'est la première question. Quelle est l'invention? L'origine. Pardon? L'origine, l'invention. Quel est le peuple inventeur, le créateur de ce mécanisme? Et la deuxième question, c'est, j'ai l'impression, après les photos que vous avez montrées, que vous l'avez modélisé. Donc, est-ce que vous avez réussi à le faire marcher? Est-ce que ça fonctionne? D'accord. Alors, répondre. D'abord, les Grecs. Les textes sont grecs, mais le monde grec, il date du 2e siècle avant Jésus-Christ, donc au moment où le navire coule, vous l'avez dit, 70 autour de 80, 70, 60, c'est une antiquité. Mais au 2e siècle avant Jésus-Christ, le monde grec, c'est toute la mer orientale de la Méditerranée. Ça comprend Alexandrie, juste voilà, en Macédoine, ça comprend aussi une bonne partie de la Sicile. Et en effet, il y a un débat énorme de l'Éthiopie. Il y a des partisans pour toute région. Maintenant, ça nécessite une connaissance juste de ces calendriers qui étaient établis à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ. Il y a surtout deux, c'est mettons des savants, qui essaient de calculer la durée de l'année, parce que ça c'est par un système lunaire, pas soleil, que c'est de calculer avec toutes les régulations, les corrections qui sont nécessaires. Et ça, c'est connu, ça se développe en Grèce, la théorie de l'astronomie, comme elle est produite à partir du 4e siècle. L'application et la mise en application, donc dans cette horloge, nous savons qu'il y a eu, surtout à Alexandrie, éventuellement aussi ailleurs, des spécialistes de mécanique. Le plus fameux, c'est Hieron d'Alexandrie, qui a construit des portes qui s'ouvrent automatiquement, et nous connaissons plusieurs de ces instruments par les textes, mais rien n'a été conservé. Pour la simple raison que les Romains ne s'y intéressaient pas. Les Romains ont trouvé ça, oui, c'est du show-off, mais à la fin, ça ne sert pas à grand-chose. Et en effet, nous savons à ce jour pas à quoi sert ce calendrier. Un astronome n'en a pas besoin. Un marin n'en a pas besoin, parce qu'il navigue au long des côtes, et l'astronome, il a ses tableaux. À qui ça sert? On ne le sait pas. C'est une pièce unique qui est conservée, mais en même temps, ça ne va pas trop nous surprendre, parce que qu'est-ce qui est conservé de l'Antiquité? Une pièce sur 1000, même moins. C'est une chance énorme qu'il est conservé. C'est plutôt ça qu'il nous faut le faire. Donc il existait certainement plus.
Et parfois, fin de la soirée, tout le monde est fatigué, nous blaguons parfois, on va trouver une caisse avec 10 de ces mécanismes rangés à côté de l'autre, et puis nous verrons. Mais quand c'est une antiquité, je ne l'attends pas vraiment. Mais en effet, ce que nous connaissons, et pour répondre à votre deuxième question, c'est environ la moitié du mécanisme qui est conservé. Ça, on peut reconstituer avec les roues d'engrenage qui sont conservées. On voit, pour le faire tourner, environ 2 fois plus. Donc il y a beaucoup d'hypothèses. Et en effet, ça peut arriver, mais je ne compte pas sur cette moitié qui manque. Si on fait ça, vous allez lire dans la presse, c'est garanti. Mais moi, je suis presque heureux si on ne le trouve pas. On en a dit beaucoup plus tard. C'est une pièce unique, mais ça montre le niveau de réflexion, d'abstraction, de connaissances astronomiques et de mécanique, qui ensuite se sont totalement perdus pour être retrouvés de nouveau à partir de la Renaissance. Et qui aboutissent, dans nos horloges, toujours. D'où vient que cette fameuse société à Lyon nous soutient, parce que ça s'inscrit évidemment dans leur technologie. C'est une merveille, une pièce unique qui fait beaucoup réfléchir, mais il y a plus de questions ouvertes. Pour ma part, je suis là, bien d'Alexandrie. C'est là où j'ai le Museion, qui est la première université du monde, installée. C'est là où j'ai le centre de mécanique, j'ai le centre d'astronomie, tout est là. Mais là, il y a un énorme débat. Il y a d'autres qui sont en faveur de Rome, il y a d'autres qui sont en faveur de la Sicile. Je vous laisse choisir. Juste ensuite, il y a d'autres questions. La question, je me demandais si c'était le résultat de l'évolution des connaissances qui existaient en Mésopotamie. Oui, il y a de l'astronomie en Mésopotamie. Et là, disons, le développement de véritable système astronomique, c'est vraiment quelque chose qui se développe en Grèce à partir du IVe siècle. Les premières observations remontent bien plus. Vous savez, tous ces cercles, vous avez Stonehenge, il y a aussi l'observation, vous savez, Nebra, ça remonte à toujours. Parce que, vous l'oubliez aujourd'hui un peu, nous dépendons beaucoup du climat, du temps et des périodes de l'année, de l'observation du ciel, pour nous nourrir. Donc rien de plus naturel pour l'homme que de regarder ce qui se passe au-dessus de nous. Donc c'est une très très longue tradition. Mais la précision que les Grecs sont arrivés à avoir avec un faux système géocentrique est absolument impressionnant. Et ce n'est, vous vous rappelez l'histoire, donc il y a déjà eu des Grecs qui étaient, des philosophes grecs qui étaient en faveur du système héliocentrique, mais ensuite le prochain c'était Galileo Galilei. Il a payé cher pour ça. Donc, sous ces conditions, on ne peut qu'admirer le sens, l'esprit mathématique, de logique et d'observation de la nature qui se réunissent dans une boîte de chaussures. Là, il y a un monsieur qui a une question et qui a se présente. Donc, vous avez dit que pour l'instant, vous n'avez pas trouvé le reste de ce mécanisme. Non, et aussi pas cette campagne, je peux vous rassurer. Nous avons une pièce où nous avons eu des soupçons, et puis la température montait pas mal, mais ça, c'est pas confirmé. Ouf, on a eu de la chance. Imaginons que cette pièce avait la valeur ou pas. Est-ce qu'elle serait nécessité une position dans le bateau particulier? Par exemple, d'autres très belles pièces que vous avez trouvées, on les retrouve dans des lieux, dans une localisation bien précise sur le bateau. Est-ce qu'il y a ce genre de réflexion à l'époque en fin de chargement? Et vous, l'avez-vous déjà un peu intuitivement ou vraiment reconstitué? On réfléchit évidemment tout le temps. Mais en effet, c'est une question qui n'était jamais répondue encore à ce jour en général. À part les amphores qui étaient stockés, empilés, on ne sait pas comment les choses ont été emballées. Est-ce qu'ils ont produit des caisses? Est-ce qu'on a mis du tissu? Rien n'était jamais étudié. Ici, pour la première fois, nous avons du matériel que mes collègues en sciences ici à Genève m'ont confirmé, qui pourrait venir de matériaux organiques. Donc éventuellement, nous arrivons à comprendre comment ça a été emballé. Le mécanisme, il faisait partie de la cargaison. Et il me faut avoir un fragment, je peux dire, où il a été trouvé exactement. Pour l'instant, je ne sais pas. Le site est relativement grand. Il fait 80 sur 70 mètres. On peut venir de n'importe où. J'ai quelques idées plus précises, mais qui devront se confirmer encore, parce que je sais ce qui a été trouvé avec, et à quel moment. Et puis si j'arrive à localiser ça, je pourrais dire, ok, allons voir là, si nous trouvons encore plus.
Mais on ne fait pas la chasse au trésor. Et maintenant, je ne sais pas, je commence dans le fond. Mais c'est vraiment à propos de ça, vous savez, où se trouve l'adresse, ce qu'il y a de ce mécanisme. À ce moment, où se trouve ce qui reste de ce mécanisme, à ce moment où, dans quel musée, à quel endroit. Alors, pour voir les pièces, alors oui, je l'ai mentionné juste brièvement pour moi, c'est tellement naturel. Tout ce qui vaut la peine se trouve au Musée national d'Athènes. Et ça vaut pour l'ensemble de l'archéologie grecque. Aujourd'hui, tout mon cours, c'est un architecte suisse au musée de l'Acropole, qui a des pièces merveilleuses. Tout le reste se trouve au Musée national d'Athènes. Maintenant, vous devez vous mettre à la recherche. Ma collègue, qui est la directrice du Musée national, elle rêve de faire une salle où on pourrait un jour exposer tout ce qui vient d'Anticythère. Parce qu'actuellement, les sculptures sont au sous-sol, le verre c'est au premier étage à droite, quelques vases sont exposés, une partie dans les réserves. Vous n'avez aucune notion du mécanisme. L'Eiffel et le philosophe se trouvaient mais à deux endroits différents de l'exposition de sculpture. Donc il faut mettre un peu des bonnes chaussures et puis vous mettre à la chasse. Non, tout est resté à Athènes. Et là, l'État grec, depuis le 19e siècle, a mis tout bien au sol. Les fameuses sculptures du Parthénon sont sorties bien avant. Depuis là, tout reste en Grèce. Là, une question? J'aimerais avoir une explication pour la statue d'Hercule. Vous avez dit que la tête, on a vu qu'elle était inachevée, qu'on avait remontée, et le corps, il était déjà remonté préalablement. À quelle époque il était remonté? Alors, la statue, le torse, a été remonté en 1901. Comment a-t-il été remonté, puisque apparemment, manuellement. S'il est tellement massif, non, il fait 600-700 kg. Non, manuellement, avec des cordes, ça veut dire que l'épave avait déjà été repérée, ou c'est un hasard, une trouvaille hasardeuse? Et maintenant, nous venons au grand problème, où est l'épave? C'est vraiment un problème. Et dans l'hypothèse que j'ai, parce que vous voyez, nous avons des victimes, tout descendait très brusquement. Les gens ne pouvaient plus se sauver. Et c'est-à-dire, l'épave s'est cassée en surface. Et les pièces lourdes comme celui-là, ça descend en vertical. Ça casse l'épave, ça casse le navire et ça descend. Par contre, le bois, il flotte. Il est bien possible que tout ce qui était en bois, les voiles et tout, ait été pris par le vent et distribué à travers la Méditerranée. Et en effet, là, tout près de là, nous avons au moins 2 victimes. Éventuellement, il essaie, maintenant vous pouvez jouer votre fantaisie, hein. Il s'accroche à l'Hercule qui descend. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on a parlé, c'est une sorte de Titanic, donc on cherche toujours quelqu'un qui veut venir chanter sur la tour du bateau. Mais en effet, c'est ça que nous essayons de reconstituer si précisément que possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les RSA, il y a beaucoup de questions ouvertes, et à chaque fois, nous avons des nouvelles questions. Donc cette pièce se trouve là, et pourquoi je peux dire qu'il appartient? D'abord, nous avons plusieurs, c'est un type statuaire bien connu, et vous voyez qu'il incline très fortement sa tête. Quand vous regardez, ici vous voyez le cou, très fortement incliné, avec une insertion qui s'inscrit parfaitement ici. Mais le prouver, ça c'est ce qu'on va faire une fois la pièce restaurée, et on va le monter, on va voir la surprise que nous vivons. Il doit y avoir un deuxième. Mais je ne l'attends pas parce que nous avons aussi un fragment de la main. Donc, c'est à bonne chance que ça. Donc, ça, c'est le job ensuite de l'archéologue, d'étudier ces pièces. J'aimerais bien faire des modèles 3D de l'ensemble des sculptures, mais là, nous parlons de dizaines de tonnes de marques qu'il faut déplacer. Et là, je ne sais pas quand je pourrais faire ça. Donc, nous essayons de replacer sur le fond marin tout ce que nous pouvons. À l'instant, on connaît, à part ce que nous avons trouvé, plus que 600 porchettes qui sont au musée national, en partie au Pirée, dans les dépôts, et puis tout ce que nous trouvons aujourd'hui qui se rajoute, et puis d'avoir une image plus complète. Pour la cargaison, pour la cargaison, on part du principe aujourd'hui qu'il s'agit d'un navire de 40 mètres de longueur, et une cargaison de jusqu'à 300 tonnes, je pense que ça suffit. Il faut plutôt s'attendre, les plus grands navires de cette époque, marchands, sont jusqu'à 600 tonnes et 60 mètres de longueur. Mais on n'a pas encore de preuve de ça. Ce que je sais, c'est un
vieux bateau. Il a eu presque un siècle quand il a coulé, c'est très très vieux. Mais là aussi, nous avons des beaux résultats. Mais cela est encore à comprendre. Vous voyez, jusqu'à maintenant, c'est une boîte de trésors et tout le monde a piqué un peu ce qui lui faisait plaisir. Et nous essayons de comprendre. Ça, c'est la grande différence. Vous avez une question? Oui, c'était par rapport au bateau lui-même. On a trouvé des clous un peu partout, mais est-ce qu'on arrive d'abord à les cartographier suffisamment pour qu'on ait une idée de la forme générale du bateau et de sa taille réelle, depuis 40 mètres? C'est la première question. La deuxième question, depuis 1901, est-ce qu'on arrive à reconstituer le poids de toute cette carte, le vrai poids de la carte? Est-ce qu'il n'était pas surchargé de la carte? C'est ça que j'attends. Mais je ne peux pas encore le prouver. Vous voyez, j'aimerais bien faire des modèles 3D de l'ensemble de la cargaison, de la sculpture, pour calculer le poids. Et puis nous verrons. Je suis tout à fait, j'ai la même impression que vous. Donc un bateau qui circule en Méditerranée, et puis quelque part en Turquie, et puis, écoute, j'ai une commande de 30 sculptures de Mars, tu ne peux pas les prendre pour aller à Rome. Et bien, évidemment, il ne trouve pas. C'est possible. Mais pour le prouver, il faut. En effet, c'est surprenant, nous avons énormément de surplus. Et nous sommes en train de les cartographier. Mais la surface que nous avons fouillée cette fois fait 4 sur 4 mètres, pas plus. Donc il y a encore pour quelques années. Et donc, si jamais on ne va jamais fouiller, ça n'a pas de sens. Mais ce qu'on va en surface, et ce que nous arrivons à replacer, ça va compléter la carte. Maintenant, vous pouvez dire, mais c'est fou, 4 mètres carrés pour ce boulot, pour cet investissement. Je vous ai dit, un plongeur peut travailler 25 minutes, il plonge à 2, j'en ai 10, ça fait 2h30 d'une personne qui peut travailler par jour. S'il y a trop de vent, il n'y a pas de travail. Il y a trop de vagues, c'est trop dangereux pour les plongeurs. Et nous partons du principe security first, safety first. S'il y a le moindre risque, on n'y va pas. Et maintenant, impact, le changement climatique. C'est-à-dire, cette année, nous avons eu beaucoup plus de vent que d'habitude. Vous avez eu des inondations en Italie du Nord et on était en marche de cette zone. D'autre part, autre changement, cette année, c'était nouveau, tout était couvert d'algues. D'une année à l'autre, c'est plein de verdure jusqu'à 40 mètres de profondeur. On n'a jamais eu ça. Donc, nous verrons comment on va pouvoir se développer. Il y a beaucoup de questions encore. Et donc, pour si vous voulez, quelques jours qu'on a la fin de travailler, pendant 2 semaines, on a énormément de résultats et on est limité en surface. Maintenant, nous avons des éléments qui sont plus profonds, jusqu'à 52 mètres. Vous avez vu quelques exemples, et où nous pensons que ça vaudrait la peine d'aller voir là plus précisément, mais pour ça, nous avons besoin de notre équipement. Donc, à l'instant, pas possible. Nous sommes allés avec les drones, jusqu'au moment où les drones ont pris de l'eau. On n'a pu que les repêcher, ce n'est pas la pêche des drones à la fin. Malgré toutes les garanties qui étaient données par la société, anticipère, ça casse les choses. À ce jour, y compris les drones. Donc, ça nous a permis d'étudier et nous savons comment il faut faire et où on veut aller, et pour quelles raisons. Et maintenant, il nous faut un équipement qui va plus loin et on verra comment tout ça déroule. Il y a d'autres questions? Je vous propose peut-être de prendre encore une ou deux questions et puis après, vous pouvez aussi poursuivre la discussion autour d'un verre au foyer. Très bien. Oui, madame. Oui, dans votre analyse, ce qui me surprend, c'est à la fois la quantité de grosses pièces en grande quantité, et dans les meetings, il y a un enfant qui fait penser à une famille. Et cette antinomie entre les deux pots, un navire marchand, mais en même temps un navire qui contenait une fête de famille, ça me surprend un petit peu. Il y a plein de choses qui me posent question. C'est une. Il y a eu des passagers, visiblement, parce que nous avons 2 femmes, jusqu'à maintenant c'était une, nous avons 2, il y a 7 enfants. Donc il y a certainement des passagers, et aussi je vais montrer, je ne vais pas insister, il y a des bijoux d'or, il y a des choses pareilles. Donc il y a des passagers, et ce qui montre aussi, nous avons énormément de tuiles. Qu'est-ce qu'ils font des tuiles sur un bateau? Sur les navires antiques, vous avez toujours quelques tuiles pour la cuisine, pour vous protéger, mais nous avons trop. Donc c'est-à-dire probablement des cabines. C'est bien que je parle de Titanic. Voilà les postulations pour chanter. Mais un déménagement,
Ouais, mais c'est un autre mélangé. Mais c'est très mélangé. Vous voyez, j'ai des objets qui sont faits en 80, 60 avant. J'ai comme le mécanisme des objets qui sont de 200 avant. J'ai l'effet denticitaire qui est de 400 avant. C'est un marché mélangé. Moi, ça me rappelle beaucoup le Grand Palais à 4 le mercredi. C'est un peu ça. Mais éventuellement, c'est quand même une commande, je ne sais pas. Actuellement, on est sur notre 4 mètres carrés. Et on va prendre. On n'est pas la chasse au trésor. S'ils nous viennent, comme l'appelle Héraclès, c'est super pour la communication. Ça fait nos sponsors très heureux. Mais archéologiquement, des choses pareilles, comme vous le dites, c'est beaucoup plus intéressant. Je voulais juste vous poser une question très simple. Est-ce qu'on aura un musée d'archéologie à Genève? Ici à Genève. Alors, exporter ces pièces. Un musée à Genève d'archéologie. Est-ce qu'on peut espérer avoir? Vous l'avez déjà. C'est le musée d'art et d'histoire, sous-sol, avec une des plus importantes collections d'antiquités en Suisse. Là, nous avons plusieurs musées archéologiques, petits, comme Nyon, comme Aranches, qui valent la visite. Le musée d'or, qui a déjà visité le musée de Ballon. Il la faudra encore un quelque chose. C'est bien. Alors, pour les autres, vous savez ce que vous avez à faire cet été. Nous avons Martigny, avec des sculptures qui viennent de la Grèce et qui viennent de la Turquie, qui sont arrivées au Valais. Et puis, nous avons les deux grandes collections d'antiquités gréco-romaines, le musée d'art et d'histoire ici à Genève et l'Antiquité-Museum à Bâle, dont une partie actuellement fermée. Et ensuite, il y a Lausanne-Vidy, Lausanne-Buis. Nous sommes dans la heureuse situation. La Suisse est le pays le plus densément parsemé par des musées. Il y a 1200 musées en Suisse. Voilà pour quelques week-ends. Mais exposer ces pièces de nouveau en Suisse, ça ne fait pas trop de sens. Il y a quelques années, nous verrons comment nous rendons les choses accessibles. Je suis déjà bien heureux si je peux les présenter en Grèce. D'accord. Toutes les belles questions qui ont a fait cette vidéo. Donc, tu as attendu à l'autre. Merci. Pour revenir à l'archéologie sous-marine, donc là, vous êtes à l'extrême de ce qui se fait. Donc, il n'y a pas d'autres chantiers, de fouilles qui se font à des profondeurs pareilles. Donc, vous devez inventer une nouvelle instrumentation, des nouvelles techniques, ou bien c'est. Ou bien il y en a d'autres qui se travaillent à 50 mètres. Ou plus. Les façons de travailler sont différentes. Et ce que nous faisons, à mon savoir, nous sommes vraiment les premiers et seuls qui le font. Faire une fouille archéologique avec telle précision, avec autant de prudence, à cette profondeur, ça n'était jamais fait encore. Et puis la combinaison des moyens, comme la photogrammétrie, les analyses 3, ça n'était jamais encore fait. Mais il y a d'autres projets subaquatiques de fouilles à différentes profondeurs. Mais là, avec 50 mètres, nous sommes quand même à la limite, où on peut encore aller humainement. Donc là, c'est assez nouveau. Et vous avez vu au long combien déjà en 3 ans, nos approches se sont développées. On s'adapte au questionnement, puis on cherche les méthodologies, les technologies les plus appropriées. On verra ce qui a apporté aussi ces robots. Donc, ce qui rend ce site intéressant, déjà Cousteau, il avait essayé avec un petit sous-marin. Il a pu descendre, il n'a absolument rien faire, c'était un échec total. Ils ont développé ce scaphandre hyper technologique, totalement inutilisable. Et nous sommes revenus à des technologies beaucoup plus petites, beaucoup plus faciles à utiliser. Comme je ne suis pas technologue, je suis archéologue, et moi ce sont des outils. Il me faut aussi être moi-même capable de maîtriser. Et donc ça inspire l'invention technologique. Là, on peut le dire, la Suisse est bien placée pour ça. Pas l'archéologie sous-marine, mais l'archéologie subaquatique a été inventée en Suisse, sur nos sites lacustres. Déjà au XIXe siècle, la Suisse a développé des méthodologies, des techniques, et puis ensuite, ça s'est transféré dans d'autres pays. Éventuellement, c'était ça la raison pourquoi Mme Mendoli m'avait appelé, je ne sais pas. D'accord. Merci beaucoup, professeur Borel, encore pour ce passionnant exposé. Je pense qu'on va vous suivre avec grand intérêt aussi dans les médias, tout ce qui va sortir dans les prochains mois, voire les prochaines années. Merci à vous, les alumni, les invités, d'avoir été là ce soir, malgré cette chaleur. Et je pense qu'on peut applaudir encore une fois.